Azul Flawen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature, d'Emir Abdelkader, de l'histoire et de bien d'autres belles choses. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain et psychologue Amel Shawati. Amel, bienvenue à Berbère Télévision. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir, je t'en prie. Donc, on parlera d'abord de ce magnifique livre que tu viens de publier aux éditions La Cheminante, donc Les Algériennes du château d'Amboise. C'est quoi ce livre, Amel? Alors c'est un ouvrage qui retrace l'histoire de l'emprisonnement de femmes et d'enfants de la suite de l'émir Abdelkader durant leur période d'emprisonnement en France entre 1848 et 1852. Voilà, donc tu viens à travers ce livre nous raconter des histoires qu'on ne connaissait pas vraiment, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un sujet inédit dans la mesure où les historiens n'ont pas du tout prêté attention à la problématique, en tout cas au destin des femmes et des enfants pendant la période de l'emprisonnement de l'émir Abdelkader. Le hasard a fait que je rencontre une lecture et que je découvre au détour d'une lecture que des femmes et des enfants avaient donc été emprisonnés en France. C'était quelle lecture? Donc c'est cette lecture qui va te pousser à Oui. aller voir de près cette histoire. Oui, alors c'est l'ouvrage de François Pouillon et Bruno Etienne, Oui. Abdelkader, l'émir magnanime, dans lequel il retrace un peu l'histoire c'est une biographie abrégée Oui, bien de sûr. l'émir Abdelkader, dans laquelle donc je découvre la présence de femmes et d'enfants pendant la détention de l'émir Abdelkader. Et donc ces deux auteurs n'avaient pas donné plus de détails que ça. Ils avaient simplement ajouté que quelques-unes d'entre elles sont décédées et enterrées en France. Et c'est à partir de là que ma recherche a débuté. Oui, donc le livre est plutôt consacré au château d'Amboise, mais l'émir et sa suite avaient déjà transité à Pau et à Toulon, c'est ça? Oui. Après la reddition de l'émir Abdelkader en 1847, ils se sont retrouvés donc dirigés vers Pau, alors qu'ils devaient être orientés vers l'Orient. Du coup, ils ont été enfermés pendant 3 mois au Fort Lamalgue, à Toulon. Ensuite, ils avaient été déplacés à Pau, au château Henri IV, pendant 8 mois environ. Et ensuite, déplacés une nouvelle fois au château d'Amboise pendant 4 années. Et je me suis consacrée à cette période-là parce que c'était la plus longue. Et c'est là où il y a eu un nombre de victimes important. Et puis aussi quelques archives les concernant. Exact. Et donc, pour l'émir lui-même, pour les femmes, pour les enfants, ce passage donc au château d'Amboise est une dure épreuve, n'est-ce pas? Surtout peut-être pour les femmes. Tu racontes un peu leur vécu, c'était très difficile pour elles, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, parce que cette détention-là, d'abord, qui est une histoire plutôt honteuse du côté algérien et aussi du côté français, parce que il n'est pas aisé de reconnaître qu'on a enfermé non seulement un grand chef alors qu'il a été trahi, il n'était pas censé être prisonnier de la France et il se retrouve prisonnier, mais non seulement il se retrouve prisonnier, mais en plus enfermé avec sa mère, ses 3 épouses, des enfants, les épouses de ses khalifas, des domestiques, des esclaves. Donc c'était une suite importante plus d'une centaine de personnes. Se rajoutent ensuite les 3 frères de l'émir Abdelkader. Du coup, il y avait quand même un nombre important de femmes et d'enfants. Et donc c'est une histoire plutôt douloureuse et honteuse des deux côtés de la rive. Et puis, concernant les femmes, et c'est ce qui m'a beaucoup plus touchée, c'est que ces femmes se sont retrouvées doublement récluses du fait de la décision politique, mais également de par nos mœurs et coutumes. Les femmes doivent rester à l'intérieur
donc cachée, voilà, et puis surtout pas Elle ne exposée sortait au pas, regard. elle ne sortait pas Voilà, du tout. elle ne sortait pas, donc il fallait qu'elle soit quand même invisible au regard extérieur et surtout les hommes et des étrangers, et qui plus est, c'était l'ennemi. Du coup, elles passaient leur temps recluses. Et cette double réclusion a été néfaste pour leur santé et la santé des enfants. Parce que donc on a des documents médicaux qui précisent tout cela. Je précise tout de suite que mon travail se base sur les documents d'archives que j'ai trouvés tout au long de ma recherche. Donc il ne s'agit pas du tout de fiction, d'imaginaire. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas de la fiction. Pas du tout, pas du tout. C'est juste la réalité. Pas du tout. Tu es donc allé voilà. à la rencontre de cette réalité, bien sûr. Tout à fait. Et cette réalité est souvent amère, on le trouve dans le livre. Moralement, ces femmes sont abattues. Oui, parce qu'elles n'ont jamais, d'abord, je suppose qu'elles n'ont jamais accepté de quitter l'Algérie, premièrement. Elles devaient suivre leur mari. Donc c'était une des décisions qu'elles devaient subir en premier lieu. Et puis c'était partir vers donc au départ c'était vers l'Orient, donc un pays musulman. Or elles découvrent en arrivant au port de Toulon qu'elles étaient dans un pays chrétien. Au départ, elles croyaient aller en Égypte, c'est ça? Soit l'Égypte, d'après la demande de l'émir Abdelkader, d'après le document, c'était soit l'Égypte, soit la Palestine. D'accord. C'est Alexandrie ou Akka. Et donc on lui avait donné la parole de se rendre soit vers l'une ou l'autre ville, et finalement il se retrouve à Toulon. Et donc l'arrivée sur le sol chrétien a été un choc terrible, parce que pour les musulmans, ils ne sont pas censés, on est au 19e siècle, on ne voyageait pas comme aujourd'hui. On est en 1848. 1848. Et puis en plus c'est l'ennemi, donc on ne peut pas se rendre sur un sol chrétien, et en plus l'ennemi. Donc ça a été un choc pour les femmes, et donc avec des répercussions dramatiques, puisque le fait d'être recluse en permanence, donc une difficulté de communiquer, et puis aussi à l'époque la plupart des médecins, les médecins étaient des hommes qui ne pouvaient pas rentrer en contact avec les femmes. Donc les médecins ne pouvaient pas soigner les femmes, c'est ça? Ne pouvaient pas, ils n'avaient pas droit de voir les femmes. Donc au château d'Amboise par exemple, on a fait intervenir 2 sœurs d'une congrégation pour jouer le rôle d'intermédiaire entre ces Algériennes et le médecin. Et donc à partir des descriptions de ces 2 sœurs, le médecin prescrivait un traitement. Donc c'était toujours aléatoire. Mais bien sûr, puisque le médecin n'arrivait pas donc à voir directement les femmes. Et puis les sœurs ne parlaient pas l'arabe. En plus. Voilà. Donc c'est tardivement que ces femmes ont pu avoir droit à une interprète. Donc une femme qui pouvait accéder aux femmes, et puis du coup, et puis aussi lorsqu'il y a eu un nombre de pertes qui devenait considérable, le ministère de la Guerre à l'époque avait ordonné un médecin inspecteur de l'armée de faire un bilan général de la santé de ces Algériens, et surtout après la mort de la 3e épouse de l'émir Abdelkader. Donc il a ordonné qu'on ausculte également les femmes, et c'est l'émir Abdelkader qui avait aidé et obligé les femmes d'être auscultées par les médecins. Et c'est comme ça qu'on a pu mieux adapter les soins et les traitements pour sauver. C'est comme ça qu'on a donc soigné certaines d'entre elles. Absolument, oui, tout à fait. Donc le mérite revient donc à l'émir qui a donc autorisé cette rencontre entre le médecin et les femmes. Et donc il y a eu combien de morts au château d'Amboise? Au château, alors il y a eu 2 morts à Toulon, il y a eu 5 morts à Pau, 5 enfants à Pau, et à Amboise il y a eu 25 morts. Il y a eu 25 morts, donc témoignent donc les sépultures, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors les sépultures, en fait, jusqu'en 2005, il y avait uniquement une stèle qui donc rappelait la mémoire de ces 25 Algériens morts à l'intérieur du château d'Amboise, et là où ils ont été enterrés. Et c'est à partir de 2005 que Rachid Qoraïchi
Oui. donc l'artiste algérien Rachid Oui. Koraïchi, avait créé une installation à la mémoire de ces gens en faisant une installation qui représentait un peu une sorte de cimetière avec 25 tombes portant chacune le nom du défunt. Ça devait être terrible quand même quand il y avait ces morts au jour le jour pour toute donc cette délégation, si je puis dire ainsi, hein, qui accompagne l'émir, hein, puisque tous ces gens-là étaient habitués à vivre presque dans un semi-nomadisme, si ce n'est pas un nomadisme, donc en plein air, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors ça a été les traumatismes étaient multiples à ce moment-là. On est au 19e siècle, je me répète. Donc on arrive d'abord dans un pays chrétien. En tant que musulman, c'est très difficile d'admettre cette réalité-là, surtout pour ces femmes et ces enfants. Et par ailleurs, le fait d'être enfermé dans des espaces clos, parce qu'il faut quand même préciser, pour ne pas tomber dans l'anachronisme, Oui. que le château d'Amboise aujourd'hui, il est très beau, on le visite, c'est un site touristique merveilleux, mais à l'époque c'était un château qui était dans un état délabré presque, de voilà, grand d'insalubrité et complètement délabré, et c'était donc un lieu où on stockait les armes, etc. Donc c'était pas du tout un lieu habitable. C'était un séquestre de l'État, et donc il était touché par l'humidité. On était en fin 47, ces gens sont arrivés en janvier 40, oui. fin 48, novembre 48 à Amboise. Il faisait très froid, le château était humide, il y avait une crise économique à l'époque en France qui limitait la consommation des combustibles et des médicaments. Du coup, pour chauffer un château, c'était quasiment impossible. Du coup, les gens étaient toujours enfermés dans une seule chambre. Voilà, donc c'était... C'est-à-dire que c'est une vie difficile pour tout le monde, n'est-ce pas? Alors, c'était difficile, et puis aussi, il faut rappeler un détail important. Oui. Au château d'Amboise, ces Algériens étaient surveillés par 250 militaires, jour et nuit. Ce qui prouve que l'émir Abdelkader n'était pas du tout ni en résidence, ni en liberté. Il ne se promenait pas comme il le voulait, comme on a tendance à le dire aujourd'hui, dans la campagne, etc. Il était bien prisonnier, et donc il était surveillé par 250 personnes, jour et nuit. Et la délégation elle-même de l'émir, elle était de combien de personnes peut-être? On a une idée? Alors, lorsqu'ils sont partis du port d'Oran, ils étaient 96 en tout. Puis le nombre a augmenté 3 mois plus tard, lorsque les 3 frères de l'émir Abdelkader l'avaient rejoint. Effectivement, donc ils étaient à peu près entre 140 et 150 personnes en tout. D'accord. Vous écrivez en exergue de votre livre, de ton livre plutôt même, puisqu'on se tutoie, des paroles de l'émir Abdelkader adressées à monsieur Olivier à Toulon, et qui dit: ils ne comprennent pas, eux, que j'ai donné ma parole et de ne plus jamais reprendre les armes contre les Français. Et quand bien même je le souhaiterais, les femmes me tueront, vous comprenez? Elles me tueront, elles ont tant souffert pour toutes les années de guerre et mes absences fréquentes. Oui. Et voyez encore que je leur fais endurer, c'est la pire des hontes qui s'abat sur ma famille. Pourquoi ce choix de ce propos de l'émir? Pourquoi ce choix? Parce que je voulais démontrer comment est-ce que ce chef historique avait une attention particulière pour les femmes. Il avait le souci pour les femmes, et que il était malheureux. Il était dans la douleur d'avoir entraîné des femmes dans le destin qu'elles ont eu en France. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde les écrits autour de ce personnage, il est pratiquement impossible de trouver plus d'une page qui parle des femmes de l'entourage de l'émir Abdelkader. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est lorsqu'on cite la mère de l'émir Abdelkader, oui, pour dire que c'était une femme exemplaire,
et qui l'avait initié, etc. C'est formidable, mais je pense qu'on est capable de dire un peu plus que ça. Bien sûr, il faut raconter toute cette histoire et c'est bien que tu la racontes en espérant que peut-être il y aura d'autres écrits qui vont aller sur ton chemin parce que c'est une histoire qui a existé et ça fait longtemps et donc il est peut-être temps quand même de défricher notre histoire avec ses hauts et ses bas. Et d'ailleurs, tu dis dans ton livre qu'il y a aussi des gens qui traitent l'émir Abdelkader de traître. Oui, puisqu'il s'est rendu. Bien sûr. Et il est temps aussi de questionner notre histoire, même dans ces zones d'ombre, n'est-ce pas? Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, tout est à faire et à refaire autour de l'histoire de l'émir Abdelkader. C'est un personnage historique incontestable. Donc il fait partie de l'histoire. Il a marqué l'histoire de la colonisation algérienne. Mais il est important de ne pas toujours écrire la même version autour de ce personnage, de pouvoir réfléchir sur cette personnalité complexe. Comme tout être humain, il a des qualités mais il a des défauts, et ces défauts, lui, c'est en tant que stratège par rapport à des décisions concernant l'Algérie pendant la période coloniale. Donc il avait pris des choix, il avait fait des choix qui étaient positifs et d'autres sûrement négatifs. Et je pense que les historiens doivent interroger interroger les faits réellement, Effectivement. Dire ce qui s'est passé. Voilà. Donc l'émir doit être vu dans son côté grandeur et aussi peut-être, comme tu le dis, erreur ou bien même traîtrise. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est une histoire qui est toujours sujette à questionnement, n'est-ce pas? Bien sûr. Et l'émir qui est connu en tant que poète aussi, en tant que soufi, est-ce qu'il a pu écrire au château d'Amboise ou bien on ne le sait pas? Si, bien sûr, il a écrit différents textes au château d'Amboise. Alors je me suis peu penchée sur cette question, oui, mais bien sûr. Je peux dire que pour les personnes qui souhaitent travailler sur ce sujet-là, il y a de quoi faire. Je sais qu'il y avait une sorte de cercle littéraire, philosophique au château d'Amboise, puisque des hommes religieux venaient le rencontrer, comme c'est un homme qui fascinait beaucoup, on venait le rencontrer, dialoguer avec lui, discuter avec lui, via des interprètes bien entendu. Et par exemple, il aurait écrit un manuscrit qui se trouve peut-être à la Bibliothèque nationale d'Alger, mais je ne sais pas, il va falloir vérifier les sources tout de même. Mais je sais par exemple qu'il a écrit cette fameuse lettre qui a été, je pense, maladroitement traduite par lettre aux Français. D'accord. Cette lettre-là, qui porte un autre titre en arabe. Lequel? Tu peux nous le dire en langue arabe, il n'y a pas de problème, bien sûr. Alors, je ne me rappelle plus, j'ai peur d'escamoter. Je me souviens plus. En tout cas, voilà, c'est plus une lettre adressée à l'homme ignorant. D'accord. Et non pas aux Français. Et c'est une lettre dans laquelle il fait une réflexion sur ce que peut être l'humain dans son rapport à l'autre, et que il y a une réflexion très intéressante. Cet ouvrage-là, cet ouvrage qui est devenu un ouvrage par la suite, cette lettre-là, cette réflexion-là, je pense qu'il a écrite pendant sa détention au château d'Amboise. D'accord, d'accord. Et donc au château toujours d'Amboise, il y a une certaine Marie Riahi. Oui. C'est qui cette femme alors? Alors Marie Riahi, alors ça c'est aussi une surprise pendant ma recherche. J'ai découvert aussi dans un ouvrage l'existence d'une épouse chrétienne de l'émir Abdelkader. Et donc j'ai suivi un peu la piste, bien entendu, parce que c'est toujours intriguant quand on tombe sur des informations comme celle-ci. Et donc Marie Riahi, en fait, son vrai nom c'est Khira Riahi, qui est née à Alger, à la Casbah. Et donc elle a été baptisée à Alger à l'âge de 18 ans et elle a trouvé la mort à Amboise à l'âge de 20 ans.
Donc, elle est décédée en 1849. C'est une période durant laquelle on trouvait donc les Mères al-Qadr étaient emprisonnées. Donc, je n'ai jamais rencontré cette trace de cette femme durant ma recherche. Les documents du 19e siècle ne l'ont jamais citée. Oui. Par contre, on trouve quelques rares écrits français qui la citent sans donner aucune source. Alors que lorsque je me suis rendue aux archives de la mairie d'Amboise, j'ai trouvé les registres d'état civil. On trouve donc on trouve la trace de Marie dans ces registres, dans lesquels il est stipulé qu'elle est décédée, elle était célibataire. D'accord. Donc, au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas du tout l'épouse de Lemar Abdelkader. Ma question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est une nouvelle légende qu'on est en train de construire autour de ce personnage? Là, c'est ta question, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a une réponse tranchée? Non, du tout. C'est-à-dire que ceux qui la citent dans les documents Oui. n'arrivent pas à me donner des justificatifs à ce qu'ils avancent. D'accord. Donc soit on me répond par le silence, en me fermant les portes, donc je ne sais pas. Côté algérien, j'ai jamais entendu parler de cette version. Par contre, elle est plutôt présente dans les écrits français. Et c'est plutôt voilà, une information qui est apparue dans les années 70. Donc c'est très tardif. Et je me pose la question. Dans les années 70, tu veux dire 1970? Oui, voilà, 1970. J'ai un écrit datant de 1972 à peu près, dans lequel il est écrit qu'il y aurait soi-disant une épouse, etc. Donc de cette rumeur est partie peut-être, on est en train de confirmer voilà, l'existence de cette femme qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a aucun lien avec l'émir Abdelkader. S'il y en a, en tout cas, ce serait intéressant de le chercher. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte qu'au XIXe siècle, il y a eu de nombreuses Algériennes qui ont été baptisées et qui ont joué des rôles auprès voilà, des autorités françaises pour essayer, je dis bien, alors je me pose la question, est-ce qu'elle n'allait pas faire partie de ces jeunes femmes qui allaient regagner la suite de l'émir Abdelkader pour essayer de comment dire, de l'espionner un petit peu? Non seulement de l'espionner, mais il y a eu deux Algéroises qui sont arrivées au château d'Amboise en 1850. Ces deux jeunes Algéroises qui avaient 14 et 16 ans avaient pour rôle de civiliser, comme il est mentionné dans les archives françaises, civiliser la suite de la suite, les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient conscience que s'ils voulaient faire changer d'avis l'émir Abdelkader, il fallait influencer les femmes. Ils avaient compris que les femmes avaient un grand pouvoir auprès des hommes. Et que, tu dis changer dans quel sens? Puisqu'il est prisonnier et qu'il dit qu'il a abandonné les armes. Il a abandonné les armes, il a demandé ce qu'il soit envoyé en Orient. Les Français voulaient lui faire changer d'avis, ils voulaient qu'il reste en France. Donc on lui a offert des terres, des fermes, etc. Et lui, il refusait, il disait « j'ai donné ma parole, je me suis engagé et je ne changerai pas d'avis ». Donc les autorités françaises voulaient trouver une stratégie pour qu'il change d'avis. Ils avaient compris que les femmes avaient une grande influence. Pourquoi? Parce qu'elles refusaient tout ce qui venait de la culture française. Et donc les deux Algéroises étaient porteuses de la culture française, elles étaient porteuses de la culture française parce qu'elles commençaient à... Cette Marie en fait partie? Non, du tout, du tout. C'est deux autres femmes qui fréquentaient l'école musulmane à Alger, qui avaient appris le français, qui lisaient et écrivaient le français, qui avaient pour rôle de civiliser
les Algériennes. Sauf que ça n'a pas marché. Les franciser un petit peu, hein, voilà, n'est-ce pas? Voilà. Et en les influençant, on voulait influencer l'émir Abdelkader, sauf que ça n'a pas du tout marché. Et l'émir, donc, est-ce qu'il a contrecarré ce projet ou bien il l'a laissé faire tout en ayant un regard, un droit de regard, ou bien comment ça s'est passé, ou bien on ne le sait pas trop? Alors, je sais que ces deux jeunes filles qui étaient arrivées ne sont pas restées longtemps parce qu'elles n'ont pas pu n'ont pas pu remplir leur mission. Elles n'ont pas pu remplir leur mission parce que les femmes étaient très fermées. Donc toute tentative civilisationnelle, et puis surtout que la directrice de l'école musulmane donc a appris que l'une des deux jeunes filles s'était donc convertie au catholicisme. Elle a été baptisée. Et du coup, elle a eu très peur pour la notoriété de son école, parce que son école n'était pas une école religieuse. Elle voulait intégrer les Algériennes, les musulmanes, mais il fallait surtout pas toucher à la religion. Et donc le fait de savoir que une des jeunes filles avait été donc baptisée, et donc elle avait écrit une lettre au ministère de la Guerre pour tirer la sonnette d'alarme. Et du coup, on a renvoyé ces deux Algéroises à Alger. On les a renvoyés à Alger. Oui. Incroyable quand même, hein? C'est des histoires un peu rocambolesques. Tout à fait. Et ça se passait donc en 1850, hein, dans les 1800, parages. Oui, 1850, oui, tout à fait. Elles sont arrivées janvier 1850, elles sont reparties août 1850. C'est des histoires qui nous interpellent encore aujourd'hui. Hein. C'était des luttes d'influence, n'est-ce pas? C'est ça. Donc on utilisait tous les moyens, hein, tout à fait. pour avancer dans ces quêtes. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec l'écrivain et psychologue Amal Chawati qui vient de publier aux éditions La Cheminante Les Algériennes du château d'Amboise. Donc Amal en racontait donc ce vécu souvent amer de la suite de l'émir Abdelkader au château d'Amboise. Mais après 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé alors? Après 4 ans, Napoléon avait libéré l'émir Abdelkader et l'ensemble de la suite. Et ils ont été transférés vers Brousse, Oui. en Turquie, où ils avaient séjourné 2 années. Et par la suite, ils avaient été déplacés une nouvelle fois en Syrie, à Damas, où l'émir Abdelkader avait trouvé la mort. Où il va mourir, où il va être enterré à côté donc de son idole, hein, n'est-ce pas? Ibn Arabi. Ibn Arabi, avant que les autorités algériennes ne ramènent, n'est-ce pas, les restes de l'émir et l'enterrent donc au cimetière d'Al Alia à Alger. Et quel est le vécu de l'émir donc en Syrie, même si ce n'est pas dans le livre, mais quand même, peut-être qu'on peut dire un mot sur cela? Je pense que je ne suis pas la mieux placée pour parler de cette période-là, mais le vécu de l'émir Abdelkader à cette période-là était, disons, il n'était pas démuni d'une démarche politique non plus. Et puis aussi, il avait une vie spirituelle assez intense. Donc on sait qu'il il donnait des cours, il animait des cercles de réflexion, cercles philosophiques et religieux donc à Damas. Et il s'occupait aussi beaucoup de la communauté algérienne qui arrivait en masse dans ces années-là. C'est vrai, et il lui est même arrivé de sauver des chrétiens de mort certaine, n'est-ce pas? Oui. Donc l'homme soufi est arrivé à se mettre un peu au-dessus de cette mêlée, de cette guerre des religions. Ben, écoutez, je crois que ce que je disais tout à l'heure, la personnalité de l'émir Abdelkader est d'une très grande complexité. C'est d'abord pour moi, avant qu'il ne soit un homme
Un guerrier? Spirituel, c'est d'abord un homme intellectuel. D'accord. Je le considère comme un intellectuel dans la mesure où il a fait des études bien sûr de théologie, ça, on peut suivre son parcours, mais il s'intéressait à la science, il s'intéressait à la géographie, à l'histoire et à la médecine. On sait par exemple que c'est ce que je reproche un peu aux historiens, oui. N'étant pas historienne, je peux me le permettre, c'est que on sait par exemple que l'émir Abdelkader s'est intéressé à la médecine pendant son emprisonnement au château d'Amboise. D'accord. Il s'était aussi... De quelle façon il s'était intéressé? Il posait des questions aux médecins, comment on opérait, qu'est-ce que c'est qu'une chirurgie, comment ça se passait, comment soigner, est-ce qu'il y avait des maladies qui concernaient uniquement les femmes, comment on les traitait. Et d'ailleurs, l'émir Abdelkader avait une bibliothèque qui constituée de 15 000 ouvrages, 15 000 manuscrits, qui a été disloqué lors de la prise de la Smala en 1843. Donc quand on regarde, enfin ce qu'on peut trouver aujourd'hui, quand on regarde sa bibliothèque, il lisait de tout, de la philosophie, de la religion, l'histoire, la géographie, la médecine, la poésie. Donc c'était comme les savants de l'époque, il devait être polyvalent, et donc ça a toujours été comme ça, voilà. En fait, durant des siècles. Tout à fait. Dans la sphère musulmane, effectivement, les gens s'intéressaient à tous les domaines. Absolument. Et quand l'émir Abdelkader était au château d'Amboise, il réclamait la récupération de ces ouvrages qu'on lui avait volés lors de la prise de la Smala. Est-ce qu'il les a récupérés alors? Quelques-uns. Il a récupéré quelques-uns. Et parmi ces ouvrages qu'il a demandés, alors il y avait quelques ouvrages religieux, oui. Mais il y avait aussi, par exemple, comment soigner les femmes. Donc il avait vraiment une sensibilité par rapport à ces questions-là, et pas uniquement religieuse. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis très gênée de réduire l'émir Abdelkader à une figure spirituelle simplement, parce qu'il était poète. Il était poète, il était philosophe, il maîtrisait l'histoire, il maîtrisait la géographie, mais avant tout, il a marqué quand même l'Algérie, avant tout, par ses engagements militaires pendant la colonisation. Et je trouve qu'aujourd'hui, à force d'insister sur la dimension spirituelle de l'émir Abdelkader, on tend à oublier ses engagements. On n'insiste pas toujours sur cette dimension spirituelle, Amal Chawati. Des fois, c'est le côté guerrier qui prend le dessus. Oui. Alors, si c'est pas le guerrier, c'est la dimension spirituelle. Et donc, toi, tu crois qu'il dépasse ces deux facettes? Ah oui, complètement. Oui, vraiment. Parce que c'est le réduire soit à la dimension spirituelle. Il n'était pas que soufi. Et ce n'était pas uniquement un guerrier, puisque sa carrière militaire s'est arrêtée en 47, et donc il a continué à vivre et produire, à écrire et à réfléchir. Je pense que c'est une personnalité beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante que de réduire à un homme spirituel ou un homme de guerre. Donc, pour toi, il est porteur d'autres messages aussi, n'est-ce pas? Pour moi, en écrivant cet ouvrage concernant les femmes, j'ai surtout découvert l'homme. J'ai découvert le père, j'ai découvert le fils et j'ai découvert le mari. C'est-à-dire que jusque-là, pour moi, c'était l'émir Abdelkader représenté par une statue. Le mari qui était polygame, est-ce qu'il était juste avec ses épouses? Alors, je ne sais pas exactement. En tout cas, je sais qu'il y avait beaucoup de rivalité entre les épouses. Ouais, tu le racontes dans le livre, effectivement. Mais elles utilisaient des stratagèmes pour être les favorites, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est normal. C'est humain. C'est difficile de faire partie disons de la suite d'un homme, et surtout celle de l'émir Abdelkader. Donc il y avait la première épouse qui a toujours un statut particulier, qui était sa cousine, et puis ensuite la deuxième épouse qui était kabyle, Aïcha.
Oui. Et puis la troisième qui était une esclave affranchie. Alors vous imaginez un peu voilà, l'hiérarchie de ces femmes, donc bien entendu Et que sait-on de cette épouse kabyle alors? Alors on sait qu'elle a été offerte par Ben Salem, Oui. lorsque on sait que la mère Abdelkader est partie dans la région de la Kabylie. Et, Il est parti plusieurs fois. Plusieurs fois, et donc Ben Salem avait donc offert cette femme à l'émir Abdelkader. Alors voilà, donc alors la particularité de cette épouse, c'est qu'apparemment elle avait des dons pour soigner. Elle avait des dons de guérisseuse. Oui, c'était une guérisseuse, et je pense qu'elle avait un don particulier, et c'est à elle qu'on confiait la santé de la belle-mère, parce qu'elle était la mère de l'émir Abdelkader était ravagée par les rhumatismes depuis l'Algérie. Et donc, la deuxième épouse avait pour rôle de s'occuper de la santé de sa belle-mère. Ce qui est un privilège. Peut-être que Sûrement. ça dénote toute la confiance que l'émir a accordée donc, à cette femme. Et quand l'émir donc sera en Syrie, est-ce qu'il écrira des choses sur son séjour au château d'Amboise? Alors voilà, c'est le grand mystère, parce que de tout ce que j'ai consulté, bien entendu, je n'ai consulté que les archives françaises. Oui. Je n'ai pas eu accès aux archives qui se trouvent en Syrie. Alors je ne sais pas s'il y a des archives là-bas. Est-ce que les descendants peuvent nous aider à compléter, parce que mon livre n'est qu'une ébauche et qu'il y a encore à compléter, c'est certain. Alors ce qui m'étonne, c'est que l'émir Abdelkader ne parle jamais de ses 5 ans d'emprisonnement en France. Alors, est-ce qu'il existe un document qui n'a jamais été publié ou mis à jour, ou alors ça a été une telle souffrance qu'il préfère oublier tout ça, comme un mauvais souvenir ou un cauchemar qu'il fallait annuler? Est-ce que c'est un déni? Est-ce que, ou au contraire, il a écrit quelque part, mais on n'a pas encore le texte? Ça, je ne peux pas le savoir. Mais en tout cas, c'est une grande interrogation pour moi. Je me suis demandé qu'est-ce qui fait que l'émir Abdelkader n'ait pas écrit une ligne sur... En tout cas, tu crois savoir que donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé de texte à lui parlant de cette période. En tout cas, on ne les a pas mis en évidence. Si ces textes existent, on les a pas en tout cas à disposition pour les découvrir. Mais aujourd'hui, il y a toujours beaucoup de choses à dire, à écrire, n'est-ce pas? Bien sûr, ne serait-ce que sur cet épisode d'emprisonnement. Hein. Ah oui, là par exemple, les archives concernant l'emprisonnement des femmes et des enfants sont disponibles, et toute personne peut les consulter. Malheureusement, elles n'ont jamais été exploitées par les historiens. Pourquoi? Parce que c'est la figure de l'émir Abdelkader Pour eux, il n'y a que lui qui les intéresse. Exactement. C'est lui qui attire l'attention, et tout est comme ça arrivé sur ce personnage. Alors c'est problématique. Mais toi-même, tu nous apprends plein de choses sur l'émir, oui, voilà. Justement, du coup, en dévoilant ses vérités, n'est-ce pas? Tout à fait. Du coup, c'est par le truchement des femmes que on découvre l'émir Abdelkader dans une autre facette, une facette beaucoup plus intime, dans une période, on peut le très dire, difficile, traumatique, oui, pour l'émir Abdelkader. Pour lui et pour toute sa suite, bien sûr. Parce que on a tendance aujourd'hui à avancer qu'il se promenait en France, voilà, etc. Mais en fait, pendant sa détention, et ça, les archives peuvent le montrer facilement, il avait des gros problèmes de santé. Donc, en tant que psychologue, je peux utiliser le mot de somatisation. Oui. Parce qu'il se sentait tellement coupable d'avoir entraîné avec lui des femmes et des enfants, qu'en plus, il pensait qu'il allait finir sa vie enfermé en France, et qu'il voyait les Algériens mourir un après l'autre,
et il se disait je suis responsable de la situation de ces Algériens, et il avait une tendance à somatiser, il avait des fortes migraines, des problèmes de dos, et plus d'une fois on a eu peur pour lui, on croyait qu'il allait mourir. Et peut-être même qu'il se reprochait aussi des erreurs de guerre. Hein. Sûrement. Il a entre autres fait 2 accords avec les Français, lesquels ont permis aux Français de soumettre le reste du pays avant de revenir vers lui. Oui, tout à fait. Donc c'est une remise en question probable, comme n'importe quel humain qui se retrouve piégé, qui se dit comment je suis arrivé à cette situation-là, alors que pendant 15 ans, il a fait sûrement ce qu'il a pu, parce que il est aisé de juger une personne, mais on ne connaît pas le contexte. On peut supposer le contexte de l'époque, mais on ne peut que le supposer, l'imaginer. En tout cas, ce n'était pas facile. Voilà, c'était un contexte une politique. Armée beaucoup plus sophistiquée que la sienne, bien complètement. sûr. Et puis il y avait aussi le contexte le contexte politique de la région, le Maroc, les tribus en Algérie, qui ne s'entendaient pas, toutes n'étaient pas des alliés de l'émir Abdelkader. Donc il a fait la guerre à certaines d'entre elles. Peut-être justement, c'est ça son erreur aussi. Donc il aurait peut-être pu discuter avec elle. Il était plus entouré d'ennemis à une période que d'amis. Hein, voilà, donc c'est pour ça que ça devait être un moment. Et c'est pour ça que l'histoire reste à écrire, probablement. Oui. Et ton livre, Amal Chawti, alors, comment est-ce qu'il a été reçu, sommairement, en France et en Algérie? Alors, en France, surtout d'abord en France, parce qu'il est publié en France par mon éditrice Sylvie Darro, donc présidente de La Cheminante, une maison d'édition qui se trouve à Cibourg, dans le Pays Basque. Donc forcément, sa promotion a commencé surtout en France, essentiellement. J'ai envie de dire que sa réception est plutôt très positive. Et à ma grande surprise, disons qu'il intéresse aussi bien les Français que les Algériens. Vous allez me dire c'est normal puisque c'est une histoire franco-algérienne. Oui. Mais on aurait pu penser que les Algériens étaient plus intéressés. Eh bien non, parce que les Français aussi se rendent compte qu'on ne leur a pas vraiment raconté leur histoire et qu'ils découvrent aussi des dessous de l'histoire et que du coup, pour eux, c'est vraiment un livre important parce qu'il leur révèle des vérités qu'ils ignoraient. Donc j'ai envie de dire que cette attente est partagée, hein, c'est ce que je constate. Alors, du côté algérien, pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de le présenter là-bas, mais j'avais présenté mon travail dans le passé parce que j'avais publié un article, et lorsque je suis allée faire une conférence, j'ai été c'était au Centre culturel français, j'étais Alger, oui. J'étais plus que surprise de rentrer dans une salle presque comble. Il y avait une attente. Je me suis retrouvée face à un public alors à la fois jeune et moins jeune, donc il y avait des moudjahidas dans la salle, et il y avait aussi des jeunes, et j'étais très surprise de réaliser que les Algériens étaient assoiffés de découvrir pas des vérités historiques, mais c'est surtout, j'ai envie de dire, d'autres façons de penser, d'autres manières de réfléchir, et puis d'autres manières d'écrire notre histoire. Hein. Parce que vous avez précisé tout à l'heure, je suis psychologue. Oui, et donc j'écris avec cette sensibilité de psychologue. C'est un atout majeur. C'est un atout majeur. Voilà. Et puis peut-être les Algériens aujourd'hui aspirent à connaître la vérité sans tabou aussi. Hein. Ils veulent plus qu'on leur cache des choses. Ils sont mûrs pour analyser leur propre histoire avec, encore une nouvelle fois, ses hauts et ses bas, n'est-ce pas? Je pense que les Algériens sont tout à fait aptes, comme n'importe quel peuple, à supporter certaines vérités sans aucune violence. Donc il a la même maturité nécessaire pour. Maintenant, ce qui manque sûrement en Algérie, c'est des espaces de discussion, de débat. Je pense que c'est là qu'on doit apprendre, parce qu'on manque
de ces espaces-là pour apprendre à débattre. Parce que, à débattre sans s'insulter, bien sûr. Voilà, c'est respecter le regard de l'autre. Je ne prétends pas du tout dire la vérité dans mon ouvrage. Je ne fais qu'écrire ma propre vérité sur cette partie de l'histoire. Voilà. Quelqu'un d'autre peut écrire autrement cette histoire-là. Mon livre ne vient pas annuler le livre de quelqu'un d'autre. Au contraire, il faut qu'il y ait des regards croisés sur la même histoire, parce que l'histoire n'est pas objective, elle est subjective, et que on sait que jusqu'à aujourd'hui, c'est le dominant qui a écrit l'histoire, oui. Et que notre propre écriture, c'est d'abord basé sur les écrits des Français. Les Français ont écrit beaucoup de choses erronées, qu'on a copiées sans forcément remettre en question, et qu'aujourd'hui, il est temps de remettre en question ces écrits, de cette histoire des dominants, parce que moi je trouve beaucoup d'erreurs dans les écrits, et parce qu'on ne connaît pas la réalité géographique, sociologique de l'Algérie, et donc voilà, il y a des observations complètement erronées. Donc beaucoup de choses restent à écrire, n'est-ce pas? Complètement. Il est temps que nous puissions écrire notre propre histoire. Tout à fait. Autre chose, donc Amel, tu as donc été la coordinatrice de l'ouvrage Lire Assia Djebar, qui est paru toujours à La Cheminante en 2012, je crois. Alors, un mot sur ce livre? Ah oui, alors, donc, je préside le Cercle des Amis d'Assia Djebar depuis 10 ans. Très bien. Donc j'ai créé un cercle de lecture autour de l'œuvre d'Assia Djebar. Je suis une grande admiratrice d'Assia Djebar, Fatma Zahra Himalayan. Fatma Zahra Himalayan, exactement. Et lorsque j'ai découvert cette œuvre il y a quelques années, je m'étais décidée à créer un cercle de lecture qui continue d'exister aujourd'hui. En 2012, on a donc publié un ouvrage collectif que j'ai eu la grande joie de coordonner, dans lequel j'ai pu réunir 10 auteurs, dans lequel on écrit la subjectivité de notre lecture de l'œuvre d'Assia Djebar. Voilà, là aussi c'est une autre manière de nous réapproprier cette grande écrivaine, c'est-à-dire que aujourd'hui, Assia Djebar est surtout récupérée par les universitaires, avec tout le respect que je leur dois. Elle est académicienne aussi. Elle est académicienne. Elle est membre de l'Académie française. Absolument. Mais on fait beaucoup de recherches autour de cette œuvre-là. C'est nécessaire, mais ce que nous ne devons pas perdre de vue, c'est la subjectivité du lecteur. Tout à fait. Et l'écho, la résonance qu'une œuvre peut avoir dans notre vécu, notre histoire, et c'est ce qu'on a essayé d'écrire ensemble il y a maintenant déjà 2 ans. Et il y aura, à mon avis, du travail aussi. Et toi, donc, Amel Chawati, comment l'œuvre d'Assia Djebar te parle? De quelle façon? Alors, j'ai envie de dire, pour rester en lien avec mon ouvrage, c'est elle qui m'a initiée à l'histoire. J'ai découvert l'histoire grâce à son écriture romanesque. En fait, je boudais l'histoire. J'étais très fâchée avec l'histoire parce que j'estime qu'on me l'a mal enseignée à l'école. Oui. Et j'avais pris beaucoup de distance avec mon histoire. Je trouvais que c'était redondant et toujours, c'était plutôt, j'ai envie de dire, c'était plus de l'endoctrinement. Oui, qu'un esprit critique qu'on me transmettait. Une histoire un peu qui va dans le sens de la propagande. Voilà, voilà. Et donc je m'étais fâchée avec l'histoire, et en rencontrant l'œuvre romanesque d'Assia Djebar, on sait qu'Assia Djebar est d'abord historienne, elle a eu une formation d'historienne, c'est la première professeure d'histoire à l'université d'Alger, à l'indépendance. Et le fait d'écrire l'histoire, notre histoire, et puis surtout l'histoire des femmes, elle m'a donné conscience combien il était important de découvrir la mémoire féminine algérienne. Parce que j'ai envie de dire, notre patrimoine est oral, essentiellement oral. Oui. Aujourd'hui, on commence à écrire, mais pendant longtemps, on le transmettait oralement. Et cette oralité est en train de se perdre, de plus en plus du fait de la modernité. Et je me souviens toujours d'une parole d'Assia Djebar lorsque j'ai eu la chance
l'a côtoyé quelquefois, qui me disait « Vous les jeunes, il faut écrire parce que cette mémoire est en train de se perdre ». Cette conscience-là, je l'ai eue en lisant Assia Djebar, en me disant « Tiens, il faut que tu revisites l'écriture de l'histoire, il faut que tu ailles découvrir ton histoire. Elle fait partie de toi et c'est la seule façon pour se connaître. » Oui. Et sortir dans ces conflits, ces divisions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un ouvrage d'Assia Djebar par lequel tu es rentré dans cette œuvre prolifique, hein? Assia Djebar a beaucoup écrit, hein, depuis les années 50. Hein, elle a commencé par publier, je crois, La Soif dans les années 50. 57. 57. Pendant la bataille d'Alger. Voilà. Oui. Et donc, y a-t-il un ouvrage bien précis qui t'a d'abord captivé? Oui. Alors, sans hésiter, Vaste est la prison. D'accord. Vous comprenez un peu le sens, on reste dans la prison. C'est un ouvrage assez récent, celui-là. Alors, hein. oui, effectivement. Il est publié bien des années plus Absolument. tard, après les Alouates naïves, par exemple. Tout à fait. Le premier roman que j'ai lu d'Assia Djebar, il date de 92, si je ne me trompe pas, c'est Loin de Médine. Pendant la période extrêmement triste de l'Algérie, voilà. Et ce roman m'avait bouleversée. Et c'est celui-là qui m'a poussée à aller découvrir cet écrivain que je ne connaissais pas du tout avant. Pourtant, j'ai fait ma scolarité en Algérie. Et je ne connaissais pas du tout. Tu ne la connaissais pas? Je ne connaissais pas Assia Djebar. C'est honteux de le dire, mais je le dis. Je l'ai découvert dans les années en 92 avec Loin de Médine. Puis ensuite, j'ai lu Vaste est la prison. Et Vaste est la prison, je peux dire que ça a été pour moi, il m'a causé ce qu'on appelle un choc esthétique, un choc littéraire que je n'ai jamais connu par la suite, et j'ai lu toutes les œuvres, tous les ouvrages de Assia Djebar, mais celui-là, il reste pour moi vraiment fondamental. Pourquoi spécialement Vaste est la prison alors? Pourquoi alors vous savez, une lecture, c'est toujours subjectif, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est sûrement en lien avec ma trajectoire de vie de l'époque, sûrement. Il y a aussi, je crois que c'est un ouvrage qui commence par le jeu, alors que longtemps Assia Djebar s'est cachée derrière la troisième personne ou parlant au nom d'une autre femme. Alors pour là, Assia Djebar même est un pseudonyme. Hein. Exactement. Oui, peut-être. Et là, elle ouvre son roman par une, une note autobiographique. Et alors là, voilà, ça a été pour moi un choc terrible de voir comment cet écrivain se dévoilait dans son écriture. Et puis ensuite, il y a l'architecture de ce roman qui est extrêmement particulière, hein, comme la plupart des romans d'Assia Djebar dans sa deuxième phase d'écriture après les 4 premiers romans, c'est-à-dire que c'est une architecture en forme d'arabesque, rien n'est linéaire, il y a un va-et-vient entre, j'ai envie de dire, la petite histoire et la grande histoire. Et cette architecture-là, qui est très originale, a été pour moi révélateur d'une force, d'une puissance que je ne retrouve chez aucun écrivain ou écrivaine algérien. C'est très fort ce que tu dis. Hein. Alors, Assia Djebar est souvent citée pour avoir le prix Nobel de littérature, mais pour l'instant, elle ne l'a pas encore eu. Peut-être qu'elle va l'avoir un jour, Amal Chawati. C'est ton espérance? J'ai envie de dire que, enfin, je ne sais pas si c'était, je ne sais pas si c'est vraiment important pour Assia Djebar. Je crois que ce qui est important, c'est son œuvre qui existe aujourd'hui, qui parle pour elle, qui parle. Il y a des écrivains extraordinaires dans le monde qui n'ont pas le prix Nobel. Ça ne réduit pas de leur valeur,
et de la qualité de leur œuvre. Donc je crois qu'Assia Djebar fait partie de ces gens. Je ne pense pas que ce soit de l'injustice ou quoi que ce soit, parce que parfois je lis des écrits, bon, voilà, on tombe assez vite dans la paranoïa. Je ne pense pas que ça soit en lien. On ne sait pas trop, hein, parce qu'en réalité, le jury du Nobel ne donne jamais les noms des gens qu'il nomine lui-même. Hein. Mais maintenant, depuis une dizaine d'années, on parle d'elle ici et là. Hein. Oui, c'est pas grave, bien sûr. Mais, elle est aussi cinéaste. Est-ce que tu connais un peu cet aspect de son parcours? Bien sûr. Assia Djebar a réalisé 2 films documentaires. Le premier, c'est plutôt un documentaire fiction, on va dire. Alors, c'est le premier film d'une Algérienne. Ça, c'est important. C'était en 77, La Nouba des femmes du Manchenois. D'où elle est originaire. Voilà, exactement. Elle est partie avec sa caméra au Manchenois pour filmer les femmes de sa tribu maternelle. Et donc c'était un film avant-gardiste, hein, il faut le dire, qui avait fait scandale dans le milieu intellectuel algérois à cette époque-là. C'est un film qui a eu la Biennale de Venise en 78 ou 19. Et puis ensuite, elle a réalisé un second film documentaire, c'est La Zerda, ou Le Chant de l'Oubli. C'est ça. Donc, elle a travaillé à partir des photos d'archives. Un film extraordinaire. Pourquoi? Parce que elle est partie de photographies coloniales, hein, de l'époque coloniale. Donc des photographes qui ont pris en photo des femmes, des Algériennes, et elle a donné la parole à ces femmes, donc en transformant cette passivité en activité. Voilà, c'est vraiment un travail remarquable à découvrir. Malheureusement, ces 2 films ne sont pas disponibles, donc ce sont des raretés, et ça serait tellement important de les mettre en valeur et de les faire découvrir au public algérien. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai été très heureuse de rendre hommage à Assia Djebar au printemps dernier avec l'Institut français d'Alger. Donc, et on a pu projeter La Nouba qui a été donc projetée la première fois lors de sa sortie en 77. Et là, c'était la seconde sortie après 40 ans. Uniquement la deuxième projection, ce n'est pas beaucoup quand même. Hein. Après 40 ans. Donc on a fait la joie de certains admirateurs d'Assia Djebar. C'est une belle chose. Malheureusement, on arrive à la fin de notre voyage, de notre émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, Amal Chawati. Ou bien un dernier mot. Un dernier mot, j'ai envie de parler d'une deuxième écrivaine à qui je voudrais rendre hommage, qui a écrit la postface de mon ouvrage, Meissa Bey, qui je suis certaine, donc est une des écrivaines majeures de la littérature algérienne aujourd'hui, qui est une grande admiratrice d'Assia Djebar et qui ne nie pas son héritage, peut-être même son influence, avec l'influence, voilà, et donc elle se dit héritière aussi de cette œuvre majeure. Donc j'étais très heureuse d'avoir cet honneur-là parce que effectivement j'ai eu la confirmation lorsqu'elle a découvert l'ouvrage que l'écriture de cette histoire-là était nécessaire pour l'histoire de l'Algérie, mais l'histoire des femmes en particulier, parce qu'on a besoin de réintroduire les femmes dans l'écriture de l'histoire qui est exclusivement masculine. Et ce qui est dommage. Ce qui est dommage, et puis surtout, c'est une histoire tronquée, parce qu'on ne peut pas supprimer, annuler la moitié de la population. C'est vrai, et merci beaucoup d'être venu dans le Graffiti. Merci beaucoup pour votre invitation. Je t'en prie, et bonne continuation. Merci infiniment. Vous aussi, mes amis, je vous dis merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.